ce premier rendez-vous de l'économie territoriale avec Nadine, on a choisi une question, je vous la lis tout simplement. Les politiques territorialisées de soutien à l'économie ont-elles encore besoin de l'État? Donc une question évidemment qui gratte quelque part, hein, qui évidemment en France posait la question de la nécessité de l'État peut poser question, mais l'idée c'était véritablement de s'interroger sur l'articulation des différents niveaux institutionnels, d'autant que la loi MAPTAM a donné des missions de développement économique plus spécialisées à la région, voire à la métropole. Et donc, il était pour nous assez intéressant de commencer à faire le bilan et de se poser la question du rôle de l'État dans le développement économique local. On se pose souvent la question du régalien, du non-régalien. Est-ce que l'économie fait toujours partie du régalien? Et si oui, dans quelle mesure il faut penser la coordination entre ces différents niveaux, entre ces différents acteurs qui interviennent peu ou prou sur des champs extrêmement proches. Alors, pour commencer à répondre à cette question, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants en cette fin d'après-midi. Tout d'abord, Nadine Levrato, qui a, encore une fois, co-construit ce rendez-vous avec moi. Nadine Levrato, elle est directrice de recherche au CNRS, elle est rattachée au laboratoire Economics. C'est une économiste, elle est spécialiste notamment des politiques industrielles, de leur impact territorial. Elle a notamment beaucoup travaillé sur la métropolisation de l'économie, plus récemment sur l'impact territorial de la crise du Covid sur l'économie locale. Et donc, elle est évidemment compétente pour essayer de nous dresser un inventaire du rôle de l'État dans les politiques économiques locales. Ensuite, on aura l'intervention de Bertrand Laurenceau. Bertrand Laurenceau est directeur adjoint à l'économie à la région Bretagne. La région nous semblait être un niveau de collectivité territoriale incontournable sur ce sujet, dans la mesure où à la fois elle a la compétence développement économique et elle est à la jointure d'un ensemble de politiques contractuelles qui relient l'État, l'Union européenne et les collectivités territoriales, en particulier l'échelon régional. Donc, en tant que spécialiste praticien de ce jeu complexe de contractualisation, de partenariat croisé, Bertrand Laurenceau nous donnera son regard. Et puis enfin, nous aurons l'approche, l'analyse d'un praticien de longue date de l'action publique. Je pense à Emmanuel Coué, qui est aujourd'hui directeur de mission dans le cabinet Sémaphore. Il s'occupe de planification territoriale, de projets d'aménagement, mais dans une vie antérieure qui n'est pas si lointaine, Emmanuel a été pendant de longues années un acteur politique local de premier plan dans la métropole rennaise, puisqu'il a été président de Rennes Métropole, et il nous donnera aussi son regard d'élu d'exécutif local, d'exécutif métropolitain sur l'évolution de ces politiques territoriales. Donc voilà, je pense que le plateau est riche. On va se donner 1 heure pour avoir leur point de vue et on vous donnera une petite heure pour leur poser directement vos questions. Donc, le mieux, c'est que vous utilisiez le chat pour poser vos questions et je me ferai le relais de ces dernières. En fonction du nombre, je pense que c'est le plus raisonnable. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Nadine Levrato, à qui on a confié la redoutable mission
de nous faire un peu un état des lieux des acquis de la science économique en matière de développement économique local, du rôle de l'État, du rôle des collectivités territoriales. Nadine, je te passe la parole. Merci Romain, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, même si évidemment frustrée de cette rencontre. On aurait aimé qu'elle soit à Sciences Po, à Rennes, et qu'on puisse échanger en direct, mais les circonstances en ont voulu autrement. Donc, c'est quand même très bien que nous puissions être là ce soir. Alors, en effet, j'ai fait une petite présentation de la manière dont l'analyse économique ou différents blocs de l'analyse économique permettent de répondre à la question qui a été définie comme point à discuter au cours de cette première séance des rencontres de l'économie territoriale. Et donc, assez classiquement, je vais progresser en différents temps, hein. On va faire un petit détour théorique d'abord. Et puis, je rappellerai que à côté du mainstream, hein, de la pensée qu'on peut qualifier de dominante, il y a eu des études, des auteurs, des approches qui se sont davantage axées sur la question locale. Et je donnerai un exemple qui permet, avec des outils, de répondre à la question qui a été posée. Vous avez là, ce sont les mêmes. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, petit détour théorique d'abord. La discipline, enfin l'analyse économique, hein, est dominée par une notion qui est la notion de marché. Et dans ce cadre de pensée, les institutions ont du mal à trouver leur place. Donc, pour savoir si l'État a toujours sa place ou pas dans l'action publique locale, il faut d'abord comprendre la fonction qui peut être attribuée aux institutions, et ensuite on pourra peut-être s'interroger sur je ne sais pas si je suis toujours audible. Oui. Je disais qu'ensuite, on pourra s'interroger sur le niveau approprié de leur intervention. Alors, disons très, très simplement et très brièvement que dans l'analyse économique, la puissance publique exerce un contrôle qui commence en fait aux limites de l'efficience des marchés. Donc, tant que le marché peut fonctionner, c'est lui qui domine. Lorsqu'il y a un échec de marché qui va empêcher le fonctionnement optimal, eh bien, on va pouvoir envisager une intervention publique. Et donc, c'est un auteur nommé Musgrave, qui écrit dans les années 50 et 60 que l'on doit une conceptualisation du rôle des organismes publics dans un contexte de défaillance des marchés. Et selon cette approche, la première raison qui préside à l'intervention d'une institution publique, c'est une mission de stabilisation. La puissance publique doit maintenir une production agrégée stable et en croissance en limitant l'inflation et le chômage grâce à des grands outils hein, comme la politique monétaire ou la politique budgétaire. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle de distribution qui est donc assuré par la puissance publique, qui, de ce fait, va devoir agir pour obtenir une juste répartition des richesses. Le troisième rôle,
c'est un rôle d'allocation. On attend de la puissance publique qu'elle assure une efficacité dans l'utilisation des ressources qui sont évidemment limitées et donc qu'elle organise leur affectation entre les agents. Alors, on voit déjà apparaître des missions qui sont des grands thèmes, hein, mais qui peuvent déjà commencer à structurer la pensée de l'intervention publique. Alors, il va y avoir des précisions qui vont être données un peu plus tard par un autre auteur qui s'appelle Oates, qui va préciser des niveaux différents sur ces trois fonctions. Selon Oates, les fonctions de stabilisation et de distribution sont généralement assurées par les États centraux. Il resterait donc à traiter au niveau local la question de l'allocation des ressources. Alors, telle qu'elle est décrite par Musgrave, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'inscrit dans une vision vraiment purement marchande hein, de l'économie, et sous une hypothèse assez répandue en économie que les marchés parfaits constituent une référence pour l'allocation optimale, alors on va dire que la puissance publique doit agir pour corriger et réduire les écarts par rapport à ce point de référence. Donc, on va avoir plusieurs aspects. La référence, le système idéal qui est le système de marché, qui va déboucher sur une allocation optimale des ressources, mais la réalité qui va être plus compliquée que ça, puisqu'il va y avoir ce que l'on appelle des inefficiences de marché qui découlent de l'existence d'externalités. Et ces externalités, aujourd'hui, c'est un concept qui est assez connu, hein, apparaissent quand l'action d'un agent affecte l'utilité ou le profit d'un autre sans qu'aucune compensation marchande n'intervienne. La pollution causée par une usine, c'est une externalité négative. La présence d'un verger à proximité quand vous êtes apiculteur, c'est une externalité positive. Et évidemment, vous ne payez pas le propriétaire du verger quand vos abeilles vont butiner. Donc voilà, il y a un avantage dans ce cas sans compensation marchande. Et dans ce cas-là, il y a la place pour une intervention publique, puisque dans ce cas, le prix ne reflète pas l'ensemble des aspects du marché, il ne joue plus son rôle d'organisation du marché, les coûts et les bénéfices privés ne correspondent plus à un optimum, et donc il faut qu'il y ait une action correctrice. Donc déjà, on a progressé puisqu'on part de marché pur à des espaces où il y a de la place justement pour une intervention publique. Maintenant, savoir à quel niveau intervenir, c'est une autre question. Et pour y répondre, eh bien, il faut regarder la sphère, enfin le niveau auquel se produisent les externalités. Et parmi ces externalités, parmi les biens publics, on va avoir un caractère local qui va être reconnu. Et c'est le repérage de différentes échelles de biens publics, d'externalités, etc., qui va justifier un niveau d'intervention en adéquation avec la nature et la dimension du problème. Problèmes globaux, organismes internationaux, problèmes nationaux, l'État, problèmes locaux, ce seront les collectivités locales, les instances locales. Et donc, on voit déjà apparaître la possibilité maintenant de décentraliser l'action qui va trouver plusieurs justifications aux yeux des économistes. La première justification, qui est aussi la plus connue, est résumée par l'expression « voter avec les pieds », que l'on attribue à Charles Thiébout, qui est un économiste qui a disparu à la fin des années 1960. Donc, voter avec les pieds, c'est finalement un résumé hein, de la pensée de Thiébout, puisque
on dit que c'est une réponse qu'il aurait faite à Musgrave, qui posait justement la question de la capacité du secteur public à fournir efficacement des biens publics. Et Thiébaut répond que si le secteur public n'était pas capable de fournir efficacement des biens publics, eh bien, les résidents n'auraient qu'à partir. Donc, il va bien sûr écrire sur le sujet pour préciser son raisonnement et il va présenter les juridictions comme des zones dans lesquelles un panier de biens publics est disponible à un coût qui est justement égal aux impôts locaux. Alors, s'il y a s'il y a de nombreuses juridictions, donc il va y avoir plusieurs combinaisons disponibles de biens publics impôts locaux. Donc, c'est le coût et l'avantage qui va être présent sur chaque unité spatiale. Et n'importe quel individu, tout individu, va pouvoir choisir sa combinaison préférée en s'installant dans la juridiction correspondante. Donc, on a une parfaite mobilité des agents. Si quelqu'un n'est pas satisfait du couple biens publics, impôts locaux, eh bien, il n'a qu'à changer pour aller dans une juridiction qui lui plaît davantage. Donc, ça, c'est un élément très, très structurant de la pensée. Un autre auteur, dont on a déjà parlé, Oates, va rapporter un important complément d'analyse dans les années 70. Il rappelle d'abord que l'existence de la monnaie explique pourquoi il est préférable de confier les fonctions de stabilisation et de distribution à l'État central. Les collectivités locales n'ont pas accès à la monnaie, elles n'ont pas de pouvoir de création monétaire, elles ont un pouvoir limité sur la définition de la politique budgétaire à leur échelle, et donc les politiques contracycliques de relance à l'échelle locale devraient avoir, selon Oates, une portée fatalement limitée. Du coup, le résultat de ces politiques risque d'être lui aussi assez limité. Par exemple, on peut voir une diminution des inégalités, mais les revenus moyens, eux aussi, peuvent baisser, si bien que le niveau local ne sera pas forcément pertinent pour ce type d'action. En revanche, pour tout ce qui est allocation des ressources, l'amélioration de la fourniture des biens publics, eh bien là, la décentralisation peut être un bon moyen de fonctionner. Donc là, on voit à travers cette présentation très rapide et très simplifiée des grandes approches de l'intervention publique dans l'analyse économique, on voit d'abord qu'elle s'intègre assez difficilement dans le cadre de l'économie standard et que le local, la maille locale, a encore plus de mal à trouver sa place. Mais en économie comme dans d'autres domaines, il y a des niches, c'est-à-dire que cette axiomatique dominante n'a pas empêché le développement de recherches qui, elle, repose sur une autre axiomatique et qui intègre la géographie et les institutions comme des données, les intègre d'emblée dans l'analyse. Et ces niches méthodologiques vont ouvrir la voie à l'intervention de l'État et des autorités locales pour guider justement l'action plus près du terrain. Alors, cette démarche, on la voit en germe dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement dans les années 60 et 70, où il a d'abord été question de développement régional. Et puis, le développement régional est passé et dans les années 80 et 90, la référence est devenue le développement local, qui lui aussi a fait long feu et qui a été remplacé dans les années 2000 par le terme de développement territorial. Alors, ce n'est pas qu'un changement terminologique, on a en fait derrière ces vocables des visions différentes à propos de qui porte la responsabilité du développement à l'échelle la plus proche des citoyens, ou encore on a des visions différentes des objectifs à atteindre. Pour simplifier, je vais dire que le développement local attribue
régional, attribue un rôle à l'État central et vise essentiellement le rattrapage des régions considérées comme en retard. Donc, c'est les grandes politiques de rattrapage des régions que l'on a vues en France et un petit peu aussi en Europe. Le développement local, lui, est différent. Il met en avant le rôle des acteurs locaux et va cibler la prise en charge des communautés locales. Donc, on a une adéquation plus forte, moins hiérarchique. Et enfin, le développement territorial insiste sur les interrelations entre les différents acteurs qui vont intervenir aux différentes échelles afin de créer des fameuses capacités territoriales qui permettent de mettre en valeur les ressources d'un territoire au profit de la communauté cette fois-ci. Donc, on a plus d'endogénéité encore dans cette dernière acception. Alors, on le voit, il y a, suivant les périodes, suivant les modes, si vous voulez, l'articulation entre le niveau national et local peut varier. Et ça se reflète aussi dans les travaux académiques. Ceux qui sont orientés vers le développement local se sont principalement concentrés sur les dynamiques de proximité entre acteurs locaux et ils sont même allés jusqu'à considérer que l'État ne devait pas intervenir et on avait vraiment une idéalisation peut-être des instances locales. Les recherches qui mobilisent la notion de développement territorial, elles, tentent à considérer l'État comme un acteur qui, lui, est important. Et cet État stratège, cet État étayant, cet État accompagnateur, en fait, peut-être ou les images de l'État qui sont véhiculées, des collectivités locales, peuvent être mis en rapport avec le contexte économique général dans lequel ces images ou ces concepts éclosent. C'est particulièrement clair, je trouve, pour la notion de développement territorial, puisque elle émerge donc dans les années 2000. Ces années 2000 sont une période de globalisation triomphante et croissante des économies nationales. Et là-dessus arrive la crise de 2008-2009 qui a pour la première fois depuis longtemps, révélé la fragilité de ces économies très, très ouvertes, qui a creusé des déficits énormes et qui donc, sur le plan des politiques étatiques, a ouvert la voie à des mesures de rationalisation, voire d'austérité. Et ce rétrécissement de l'État dû au respect des règles européennes, notamment en matière de déficit public et des orientations générales, a laissé le champ libre à des actions publiques plus localisées. Donc, ceux qui avaient été délaissés par l'État s'est trouvé occupés par des niveaux plus locaux. Dans le même temps, l'intervention territoriale de l'État, les bases de l'intervention territoriale de l'État ont été transformées. Les structures d'appui au développement ont été modifiées, les territoires institutionnels ont subi des redécoupages, la fusion des régions. On a assisté au transfert des responsabilités de développement à ces mêmes régions. Les entreprises sont devenues la priorité numéro 1 de l'intervention publique, tandis que des organisations indépendantes, des offices, etc., prenaient le pas sur des organismes publics. Et là, on voit que finalement, c'est la conception même du rôle de l'État qui a changé. On est passé d'un État-providence qui avait pour objectif la péréquation nationale, la redistribution territoriale de la richesse, l'équilibre du développement des territoires,
qui a vécu et qui a été remplacé par un État partenaire dont le rôle principal est d'accompagner les territoires dans leurs besoins de développement. Alors, je pensais pouvoir avoir le temps, mais on pourra y revenir au cours de la discussion, de donner une illustration de cette mutation à travers l'exemple des politiques industrielles, mais je crois que j'ai déjà pas mal parlé et donc je vais garder ça en réserve pour la discussion tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu le portrait à grands traits que je voulais présenter. Merci beaucoup. Romain, je rends la parole et le micro. Parfait, Nadine, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, en t'écoutant, lorsque tu nous donnais cette approche assez néo-fonctionnaliste au départ, on va dire de l'économie mainstream qui classifiait ce qu'est un problème international, un problème national, un problème local. Effectivement, tout de suite, ça interroge sur qu'est-ce qui est proprement du local, du national et de l'international et comment y faire correspondre parfaitement un niveau d'intervention publique. Mais on y reviendra sans doute. Je vais immédiatement passer la parole à Bertrand Laurenceau de la région Bretagne pour qu'il nous fasse part, lui, de son expérience de praticien des politiques contractuelles, de praticien des politiques régionales de développement économique, pour qu'il nous livre un petit peu son analyse de l'évolution des rapports entre État et collectivités territoriales dans à la fois la gestion, la conception, la mise en œuvre des politiques de développement économique. Je vous laisse la parole. Merci Romain. Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous pour cette séquence. Pas simple d'intervenir après Nadine Evrato et le propos qu'elle a tenu. Je vais tâcher sans doute dans un propos un peu moins construit et moins riche, mais de vous faire part de mon retour d'expérience avec, et je le dis avec le petit clin d'œil, forcément une question et une thématique assez complexe à appréhender pour le technicien de la collectivité régionale que je suis, notamment si je répondais très abruptement non à la question, ce qui, dans le cadre de la relation que nous avons avec l'État, ne serait pas forcément de bonne loi, mais la réponse est évidemment bien plus complexe que ça. Pour tout vous dire, au début de nos échanges avec Romain Pasquier, notamment à travers la thématique abordée ce soir, première question que je me suis posée, c'est le terme territorialisé qui m'a posé question. À travers l'intitulé « Les politiques territorialisées de soutien à l'économie ont-elles encore besoin de l'État ?» Et je me suis, à travers ça, j'ai essayé de prendre un tout petit peu de recul, ce qui n'est jamais évident dans le métier, dans le cœur de métier au quotidien, en se disant, mais finalement, dans une histoire longue et une histoire courte, qui plus est parce que les choses ont pas mal muté au cours de ces dernières années, j'y reviendrai. Finalement, quelle a été la position de l'État et en quoi, finalement, on pourrait distinguer l'action qui est la sienne à un niveau et une dimension finalement nationale et en quoi, pour rebondir sur un des derniers propos également de Nadine, on va considérer que l'État est aussi un partenaire dans notre action en dimension locale. Sujet complexe et je débuterai finalement peut-être mon propos sur le fait que dans la vision sans doute qui est la nôtre et également dans la pratique de notre action d'accompagnement en matière de développement économique, on n'a pas une vision unique de l'État. L'État, il est très protéiforme pour nous, et y compris dans le seul champ de la question du développement économique. Quand on évoque la question de la relation à l'État, pour vous citer quelques structures, désolé, j'essaie de ne pas avoir trop d'acronymes, mais pour nous, l'État, c'est l'État ici en région, les services notamment économiques de l'État, c'est le secrétariat général aux affaires régionales, c'est les préfectures de département, c'est
la direction générale des entreprises, c'est les organismes ou le lien avec les DREAL, avec les DDTM, avec BPI France, avec l'ADEME, avec la Banque des Territoires, et je m'arrêterai là. Et que finalement, la relation, entre guillemets, unique à un État singulier, elle n'existe pas. Alors, ça peut paraître un peu simpliste de le dire comme ça, mais ça me paraît important parce que finalement, ça va aussi pointer le fait que les relations que nous avons avec l'État, elles sont finalement différentes, y compris de nature différente et avec certainement, je pense, une vision assez différente des interlocuteurs de l'État sur la place attendue de la région, ou en tous les cas des collectivités dans l'action des développements économiques. Dit autrement, et en essayant d'éviter un propos qui soit trop caricatural, mais le degré de proximité, de relation finalement aux organismes de l'État se fait sans doute dans un partenariat beaucoup plus étroit dès lors que l'État va sans doute avoir une représentation de plus grande proximité. Dit autrement, la capacité à croiser nos interventions respectives, on va dire dans des grandes politiques nationales, autour d'un certain nombre de filières, autour d'un certain nombre d'enjeux, y compris d'aménagement ou de thématiques industrielles, agricoles ou maritimes, fait qu'il y a sans doute une capacité d'avoir une meilleure compréhension ou articulation des enjeux avec les acteurs de l'État en région, et que parfois quelques points de divergence ou qui peuvent y compris poser quelques problématiques sans doute de perception des enjeux d'une politique parfois perçue comme une politique très descendante par rapport à ce qui peut être décidé au regard du soutien à un certain nombre de filières ou à un certain nombre de structures, et par rapport à la vision qui peut être celle, on va dire, des collectivités ou des acteurs locaux. Non pas qu'il y a, dans mon propos, l'idée de dire qu'il y a une bonne vision et une vision qui est mauvaise. C'est quelles sont les passerelles et les chemins qu'on peut trouver entre les visions qui sont les nôtres et la manière dont on peut travailler ensemble. Ça, c'est effectivement un premier point, plutôt quasiment un peu de réflexion, de questionnement finalement sur le rôle des différents acteurs. Autre aspect, et pour resituer tout de suite les choses, moi, ce qui me paraît être un élément extrêmement important à avoir à l'esprit, c'est déjà de resituer des éléments, des points de repère économiques et financiers. Quand on pose la question de la place et du rôle et du besoin de l'État, il y a premier élément, et là-dessus c'est factuel, c'est intangible, le fait qu'en matière de capacité et de moyens financiers, même à l'échelle d'une collectivité comme la région Bretagne ou même des métropoles, des deux métropoles bretonnes et voire même d'autres régions, nous sommes et nous restons des nains à l'échelle des moyens financiers que l'État est en capacité de déployer, et y compris par comparaison avec ce qui peut se faire dans d'autres régions. Et la comparaison la plus simple et la plus rapide se fait évidemment souvent avec les moyens des Landes allemands, et que nous avons aujourd'hui une capacité budgétaire et un levier budgétaire qui est extrêmement relatif au regard des moyens de l'État, qui plus est, j'y reviendrai, dans le contexte que nous connaissons depuis 2020, moyennant les mesures déployées par l'État au titre de la crise et du plan de relance. Pour vous donner un point de repère, le budget de la collectivité régionale en 2021, et il devrait être peu ou prou à quelques semaines du vote du budget du même ordre de grandeur, c'est 1,6 milliard. 1,6 milliard pour l'ensemble de ces politiques régionales, donc tout confondu, et avec un poids important dans ces politiques liées au lycée notamment, liées au transport. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, le budget consacré aux politiques économiques, aux politiques de la mer et du tourisme, on était un peu plus de 200 millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur sur quelque chose dont vous avez dû entendre parler, puisque ça défrayait logiquement fortement l'actualité il y a encore quelques semaines et quelques mois, le Fonds de solidarité, qui est un dispositif mobilisé par l'État et qui venait en soutien des activités notamment de TPE, commerçants, artisans et autres indépendants qui connaissaient des baisses d'activité, voire des fermetures liées au contexte sanitaire. Via le Fonds de solidarité, l'État a alloué, ou en tout cas a versé près d'1,5 milliard aux seules entreprises bretonnes bénéficiaires de ce fonds de solidarité. Donc, juste pour vous l'illustrer, c'est via une mesure d'accompagnement, certes, attention, dans un contexte sanitaire et économique très compliqué et pour ces acteurs économiques-là, mais c'est juste pour vous donner cet ordre de grandeur dans ce qu'a pu être l'intervention de l'État à travers cet unique levier.
Et au risque de vous abreuver de trop de chiffres, sans rentrer par ailleurs sur l'ensemble des autres mesures qui ont été déployées par l'État ou de ces effets leviers à travers les plans de relance, dont on entend parler régulièrement de l'ensemble des chiffres. Mon propos n'est pas de dire, d'avoir un jugement, y compris d'ailleurs politique, sur ce qu'a été la décision de l'État et de ce fameux quoi qu'il en coûte. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur dans ce qu'est la place de la collectivité régionale, dans sa capacité d'intervention financière. C'est très important. Et ça l'est d'autant plus que ça a pu, alors même que ces dernières années, et notamment depuis 2015, et c'était évoqué tout à l'heure, à travers les lois NOTRe et les lois MAPTAM, et la manière dont finalement la région et les intercommunalités étaient renforcées dans leur champ d'intervention économique, on était plutôt clairement dans une tendance où il y avait un renforcement de l'action, il y avait y compris une certaine montée en puissance des moyens budgétaires. Petit point de repère, j'avais pris mes chiffres tout à l'heure, le budget de la région en 1986, il était de 142 millions. Donc, vous voyez les ordres de grandeur sur finalement une échelle qui est celle de la collectivité régionale, mais on avait une montée en puissance des moyens de la région, une responsabilité plus forte, y compris, ne l'oublions pas, l'État prenant même des décisions de réduire ses moyens déployés en région pendant cette même période, et nous avions eu vraiment cette tendance assez forte. Et que depuis finalement le plan de relance et depuis ces mesures de crise, on a senti très clairement, et c'est un phénomène très fort, et je tiens à insister là-dessus, on a senti finalement un retour au premier rang de l'État central. Et quand je dis l'État central, c'est l'État au sens des organismes puissants de l'État à travers ceux qui vont déployer les moyens et ceux qui vont déployer les actions portées par l'État au titre notamment de ces dispositifs de relance. Ça a été vraiment un changement assez, je vais dire le terme brutal est peut-être un petit peu fort, mais finalement, c'est dans un espace-temps qui reste un espace-temps extrêmement court, au regard encore de ce que Nadine Evrato pouvait présenter. En l'espace de quelques années, on a eu finalement ce forme d'effet de balancier dans ce contexte de crise, mais aussi sans doute dans un choix peut-être politique de déployer ces mesures-là, où alors même que les régions et en très grande proximité avec les intercommunalités avaient pris peut-être une place différente, une place plus forte encore, renforcée dans ce champ de compétences, on a vu du coup l'État revenir au premier rang. Alors, une fois que je vous dis ça, quelle analyse on en fait? Soit on se dit que l'État revient au premier rang et que ça efface d'une certaine façon, ou ça amène au second rang le rôle de nos collectivités territoriales. C'est sans doute en partie vrai, y compris dans les décisions qui peuvent être prises ou dans les grandes orientations budgétaires et financières qui sont prises par l'État, avec les moyens, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas les nôtres. Et finalement, quel est le rôle et quelle est la place que conserve ou qu'a encore une collectivité comme le conseil régional ou comme les intercommunalités. Et à travers ça, c'est là que je me suis posé aussi la question de l'efficience de l'action publique. Comment finalement on se dit, s'agissant de l'action économique, et j'insiste beaucoup, la question de l'action économique, on parle des entreprises, il y a peut-être parfois une représentation qui consiste à penser que l'action de la collectivité vise à accompagner que des grandes entreprises, ou peut-être accompagner dans la vision de certains quelques thématiques. J'insiste beaucoup, l'action de nos collectivités, intercommunalités, comités de communes, métropoles, agglomérations, régions, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques et de créer les conditions favorables à leur développement. D'où l'enjeu de croisement de nos politiques d'aménagement, de nos politiques d'emploi et de formation, de nos politiques de développement du numérique, de développement des infrastructures, et de pouvoir accompagner ici des créateurs d'entreprises, ici des acteurs du tourisme, des agriculteurs, évidemment les commerçants, les TPE, etc. Donc c'est vraiment mon propos d'entreprise était vraiment un terme générique, c'est bien dans l'ensemble des thématiques qu'on peut soulever l'importance d'accompagner ces acteurs économiques. À cela, et c'est important de resituer évidemment le contexte aussi, je me permets un contexte breton finalement dans la manière dont les choses ont pu se développer. En préparation de cette séquence avec Romain Pasquier, j'évoquais assez spontanément finalement ce qu'est le terreau breton et la manière dont finalement nous avons certainement, dans une histoire cette fois-ci un petit peu plus longue et d'après-guerre, réussi à construire finalement une relation et sans doute un terreau propice à un partenariat de proximité et propice, je pense, je suis même assez intimement convaincu, à la manière dont collectivement nous sommes plus forts pour pouvoir accompagner nos acteurs économiques. Je m'explique. Déjà, premièrement, et je pense que c'est loin d'être anodin quand on se compare
avec d'autres territoires. Nous n'avons pas connu de fusion post-loi NOTRe. Ce n'est pas un jugement sur l'intérêt de ces fusions des régions, mais toujours est-il que nous n'avons pas eu forcément de déstabilisation qu'ont pu connaître d'autres territoires en France, amenant sans doute quelques temps de remise en place, légitime certainement, dans l'organisation qui est la leur et dans le choix de mise en œuvre des politiques publiques. Donc, fort de on va dire, de ce périmètre finalement qui n'aura pas évolué, en tenant bien évidemment compte quand même de l'impact de la loi NOTRe et MAPTAM dans l'évolution pour nos intercommunalités. Nous sommes passés de 101 EPCI à 59 à compter de début 2017. Nous avons finalement su mettre à profit certainement l'historique de ce dialogue politique instauré à l'après-guerre avec évidemment le CELIB, et je ne suis pas du tout le mieux placé pour revenir sur toute cette histoire, mais qui était fondamentale et qui nous aura sans doute permis de construire très vite un partenariat, y compris un partenariat post-loi NOTRe qui nous aura permis de mettre en place, et pour vous illustrer mon propos, alors désolé parce que ça se caractérise comme ça, mais un conventionnement ou un partenariat de proximité entre la région Bretagne et l'ensemble des intercommunalités. Considérant que pour pouvoir mener une action de développement économique qui soit, on l'espère en tous les cas, la mieux articulée possible, et que ce dialogue de proximité entre acteurs publics et acteurs qui interviennent sur les territoires en matière d'accompagnement des entreprises et qui favorisent, je le disais tout à l'heure, cet écosystème de l'accompagnement, nous avions un intérêt à travailler vraiment main dans la main. On était là en droite ligne de ce qu'a été le champ d'évolution des compétences, dit autrement, le souhait de renforcer le champ de développement économique entre ce binôme région-intercommunalité. Donc, nous avons construit ce partenariat-là et nous avons, je ne vais pas pouvoir revenir sur trop d'exemples, mais nous avons pu construire à ce titre-là nombre de partenariats qui nous ont permis, quand bien même avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont, somme toute, on parle quand même de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, donc qui sont quand même loin d'être négligeables en matière de soutien, il faut aussi bien le souligner. Donc, nous avons su mener des actions, il me semble, intéressantes. Ces actions-là, elles se sont construites non pas à côté de ce qu'a pu faire l'État, non pas en opposition vis-à-vis de l'État, ce n'est pas du tout la posture qui est la nôtre, à aucun moment. Par contre, ils ont eu, je pense, par le prisme très local de l'action et cette proximité au territoire et donc la meilleure connaissance des enjeux de proximité que la région n'a pas non plus forcément. C'est bien, je parle là aussi des rôles et de nos collègues des villes, des intercommunautés, etc., qui ont cette vision-là par leur politique publique, par leur rôle et la place de leur service, d'être en capacité d'avoir cette vision-là. Et là, je parle bien du coup cette notion d'efficience. Comment finalement on arrive à mettre ça en place? Et c'est là, peut-être sans être trop long dans mon propos, et c'est là qu'on a été confronté, il me semble, ces dernières années, ces courtes années, parfois une forme un petit peu d'opposition dans ce que pouvait être la lecture de l'État dans la mise en œuvre d'un certain nombre de ces dispositifs, dans un certain nombre de mises en œuvre de ces mesures qui, il me semble, ne tenaient compte que très partiellement de ce que pouvaient être finalement les enjeux de tel ou tel territoire. Et que, dit autrement, désolé pour ce propos peut-être un petit peu simpliste, mais les enjeux de développement économique, notamment par exemple sur les thématiques agricoles, ne sont bien évidemment pas les mêmes en Bretagne qu'elles peuvent être en Rhône-Alpes ou en Midi-Pyrénées. C'est vrai sur ce sujet-là, c'est vrai sur bien d'autres. Et que dans les exemples, peut-être Nadine voulait l'illustrer ainsi, des exemples qu'on puisse déployer notamment autour de la dynamique territoire d'industrie, autour de la thématique site clé en main, on a parfois pu avoir le sentiment que l'État a voulu, non pas calquer, mais a voulu en fait déployer un peu massivement des actions sur les territoires, en prenant peut-être en compte de manière assez relative ce que pouvait être l'historique des accompagnements, voire de ce que pouvaient être parfois des enjeux un petit peu plus spécifiques. Non pas qu'on n'ait pas toujours été associé, mais il y a pu avoir parfois des enjeux et une forme finalement de, comment dire, pas de précipitation, mais d'action assez rapide et nous entraînant un peu de fait dans la mise en œuvre de ces politiques sans forcément avoir toujours la capacité de contribuer, y compris avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc, c'est une dimension qui est parfois pas évidente, et y compris dans une temporalité qui aussi nous amène, et c'est toujours compliqué dans la question, notamment sur les questions économiques, à tenir compte inévitablement aussi du rythme politique. Je pense que ce serait ne pas l'évoquer, ça serait un oubli important. Donc, le rythme politique et de fait les échéances politiques, et notamment y compris les échéances nationales qui, à un moment donné, rythment aussi un certain nombre de décisions
rythme un certain nombre de plans ou de programmes, y compris avec les éléments de communication liés à cette dynamique-là, qui parfois peuvent amener à quelques effets un peu de décalage ou autres par rapport à la temporalité qui peut être aussi différente par rapport à la dimension locale, même s'il y a aussi les propres échéances politiques, évidemment, à chacun de nos échelons. Donc, des relations plurielles, des relations, j'insiste, différentes avec les différents organismes de l'État, mais il est évident, c'était déjà le cas bien avant la crise, ça l'est d'autant plus aujourd'hui, que nous travaillons et nous avons un enjeu à travailler main dans la main. Et je terminerai juste mon propos par la vigilance extrême que nous devons avoir, bien entendu nos élus, mais les techniciens que nous sommes, de ne pas oublier ce qu'ont été les résultats des élections passées, non pas dans les choix politiques qui ont été ceux des citoyens, mais dans le taux d'abstention et dans la nécessité que nous avons de rendre l'action publique lisible. Donc, nous avons une préoccupation et un enjeu fort, c'est que dans l'action que nous menons collectivement, bien évidemment, c'est de s'assurer de la plus grande cohérence de l'action publique, que ce soit avec les organismes de l'État ou que ce soit avec les organismes parapublics ou acteurs privés, c'est essentiel. Donc, passer peut-être ce côté un peu back-office de la manière dont on travaille avec l'État, c'est une préoccupation. Il faut qu'on soit lisible, il faut que vis-à-vis de l'efficience de l'action publique, on œuvre quotidiennement à ça. C'est en ça qu'on réconciliera peut-être les usagers, les citoyens avec le rôle et l'action publique. En tout cas, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. Merci Bertrand, merci pour cette intervention. Il y a déjà des questions dans le chat, on va revenir et pouvoir approfondir aux deux interventions. Mais je voudrais passer la parole à Emmanuel Coué pour qu'il… Emmanuel, tu nous entends? Oui, pas de problème. Est-ce que tu peux, de ton point de vue, nous donner donc cette double perspective aujourd'hui en tant que directeur de mission chez Sémaphore qui accompagne des grandes collectivités sur des projets d'infrastructures, des grands projets à moyen ou long terme de planification, d'aménagement, mais aussi ce passé récent de décideur local. Comment cette relation à l'État, tu l'aperçois dans son évolution, dans son contenu, dans son déploiement? Merci Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais un propos effectivement sous forme de témoignage. Témoignage au titre de mes responsabilités passées et puis au titre de mon activité professionnelle aujourd'hui. Et en réalité, je vais être assez bref dans le sens où je partage beaucoup des analyses et des conclusions que vient d'exprimer Bertrand Laurenceau à l'instant. Donc, il y aura beaucoup d'éléments de confirmation du regard et de l'analyse qui est la sienne. Et du coup, à certains moments, je passerai plus vite que prévu sur mon propos. Quand j'ai lu l'intitulé de la question, mon premier réflexe a été de me dire, si la question m'avait été posée il y a 3 ans, ma réponse aurait été, donc en gros, les politiques locales de soutien à l'économie ont-elles encore besoin de l'État? Il y a 3 ans, ma réponse aurait été au final plutôt non, et je vais évidemment étayer le propos. Si vous me posez la question aujourd'hui, eh bien ma réponse, elle est eh bien oui quand même, ou oui néanmoins. Un peu sur le même propos, le même raisonnement que celui de Bertrand à l'instant. Parce que de mon point de vue, chacun l'a compris, il y a un avant et un après la crise Covid et les réponses d'État à la crise Covid. Pour moi, très, très clairement, ce sera le fil conducteur de mon propos. Si on raisonne avant la crise, et donc là, du point de vue d'un établissement public de coopération intercommunale, en l'occurrence la métropole de Rennes, mais je pense que le propos il peut être étendu à toutes les agglomérations, toutes les métropoles au plan national, on était à la fois dans une dynamique de renforcement des compétences en matière de développement économique,
En gros, pour resituer pour l'ensemble des participants, c'est un petit peu plus fin et complexe que ça, mais en gros, autour de 3 blocs, l'aménagement économique, la chaîne de l'innovation, l'emploi et l'insertion. L'aménagement économique, parce que c'était d'abord au bloc local qu'il incombait de créer les conditions, j'allais dire physiques, de l'accueil des entreprises, de leur implantation, de leur restructuration, de leur développement, à travers soit des zones d'activité économique, soit la création d'infrastructures, parce qu'évidemment, dans une économie ouverte de flux, la question de l'accessibilité des territoires, elle est devenue évidemment centrale. Sur la chaîne de l'innovation, alors je ne vais pas énumérer tous les outils, mais les IRT, les SAT, le soutien à l'enseignement supérieur, la recherche, des outils de type French Tech et autres. Et puis sur l'emploi-formation, avec des aides ciblées, évidemment très conditionnées, par exemple à la création d'emplois. À ces 3 endroits-là, en réalité, les nécessités de bien articuler l'action publique que nous conduisions, et c'est encore le cas aujourd'hui, elle était plutôt dans une relation privilégiée avec la collectivité régionale plutôt qu'avec les services de l'État. Et ça a été dit à l'instant, on voit bien que la région était, elle, davantage, j'allais dire, un peu dans une logique un petit peu supra, dans une interlocution avec l'État sur les approches, on va dire, macroéconomiques, d'intervention dans les filières notamment, mais du point de vue des EPCI, le premier interlocuteur au quotidien n'était pas en réalité l'État, mais plutôt la collectivité régionale. Donc ça, c'était déjà le produit des compétences exercées et qui se sont en réalité renforcées au fil des évolutions législatives, largement renforcées après la loi NOTRe, puisque le fait que les départements soient progressivement sortis, par exemple, de la question de l'aménagement économique, ou que les communes aient cédé aux intercommunalités leur responsabilité d'aménagement économique, c'est venu renforcer cette dynamique. Et en réfléchissant un peu aux propos que je pouvais tenir, je me faisais par exemple, je souhaitais donner par exemple ce que nous avions connu sur le site de la Jeannet, le site PSA, Stellantis aujourd'hui, au début du mandat précédent, donc je pense qu'on était en 2015-16. En réalité, la négociation, même avec un groupe automobile mondial comme PSA, sur les conditions de son confortement à Rennes, en Bretagne, les moyens à dégager pour garantir la pérennité du site, en réalité, ça a été des échanges et des négociations conduites essentiellement entre la région et la métropole, appuyées par le conseil départemental, qui était dans le moment où il cédait progressivement sa compétence, mais qui avait souhaité rester mobilisé. Donc, je confirme vraiment ce qu'a dit Bertrand Laurenceau à l'instant. La dynamique puissante pour moi d'avant la crise Covid était une dynamique d'affirmation du couple région-intercommunalité dans la mise en œuvre des politiques locales de soutien à l'économie. Et d'ailleurs, si on se place du point de vue des acteurs, dans la représentation des acteurs économiques eux-mêmes, notamment les chefs d'entreprise, il était clair que c'est comme ça que les choses étaient vues et appréhendées. Ensuite, mon analyse, donc c'était au moment où je quittais la vie publique et où je prenais de nouvelles responsabilités professionnelles, mais mon analyse depuis 2 ans est vraiment confortée encore aujourd'hui à date, c'est que le Covid et les réponses apportées, disons-le, au plan international par les États, est un moment de rupture. Je n'hésite pas à employer le mot. Alors, je vais essayer d'éviter de vous citer les chiffres, parce qu'une bonne partie des chiffres, effectivement, ont été cités par Bertrand il y a un instant, mais le paradoxe, si vous vous souvenez bien, et qu'on se projette 2 années en arrière, c'est qu'il y avait au tout début, notamment du premier confinement, une très forte visibilité de l'action conjointe des collectivités locales et notamment des intercommunalités et de la région, qui ont montré, et il y avait d'ailleurs un discours et même une littérature autour de ce sujet-là, une très grande agilité, une très grande réactivité.
y compris au moment où l'État se démenait avec la question compliquée de l'approvisionnement en masques. Et donc, le sujet à ce moment-là, notamment sur les politiques de soutien aux entreprises locales et au commerce local, c'était de mettre en avant la capacité d'agilité et de réactivité des collectivités. Et qui, par ailleurs, alors ça n'a pas été le cas partout en France, mais notamment en Bretagne, ont vraiment articulé leurs interventions. Le fonds de la région abondé par les intercommunalités, des dispositifs spécifiques des deux métropoles au départ et puis suivis très vite par les EPCI. Mais quand on met en regard cette intervention, même forte, même agile, même immédiate, avec la capacité qu'a eu l'État à mobiliser sur les dispositifs de chômage partiel, d'activité partielle, sur le fonds de solidarité, sur la garantie des prêts aux entreprises, sur les reports de cotisations sociales, quand on fait l'analyse en masse, il n'y a pas photo, la puissance de feu et la capacité, pour reprendre la référence de Nadine Nevrato, la capacité à stabiliser l'économie dans un moment de crise, c'était quand même bien l'État, ou pour ce qui nous concerne l'Union européenne, notamment à travers les outils monétaires ou les outils budgétaires. Personne ne l'a évoqué avant moi, mais on ne peut pas ne pas rappeler que si on n'avait pas été dans un moment de taux négatif, la capacité d'intervention des États au plan mondial, disons-le, n'aurait pas été la même. Et si on fait la comparaison avec le choc de 2008, j'ai repris juste avant la communication les taux à l'époque, à 15 ans, à 20 ans, on était entre 4,5% et 5%. Ça a généré des dettes souveraines considérables qui viennent aujourd'hui parfois amoindrir la capacité d'action des institutions publiques. Donc là, il y avait aussi un contexte incroyablement favorable qui a permis ces politiques. Mais au-delà, j'allais dire, du fait que les États ont tous, à peu près tous, saisi, enfin tous les États qui le pouvaient en réalité, mais ont saisi cet effet d'aubaine pour avoir une action extrêmement puissante, une action contracyclique en quelque sorte extrêmement puissante. Moi, je fais l'analyse que ça a été aussi une évolution un peu culturelle. C'est-à-dire qu'on a fini par l'oublier, mais tout ce qui était totalement impossible, ne serait-ce qu'en termes de moyens budgétaires mobilisés quelques semaines avant le déclenchement de la crise Covid, est devenu soudainement possible. Alors, c'est le quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte en France, en Allemagne, aux États-Unis. Alors, je prends un petit peu cette image-là, mais c'est comme si on s'était réveillé un matin vivant alors que toutes les actions qui ont été mises en œuvre depuis des années, voire des décennies, on nous promettait qu'elles étaient totalement mortifères pour nos économies et nos sociétés. Et donc moi je pense que les lignes ont beaucoup bougé. C'est effectivement je ne sais pas si on peut dire le grand retour de l'État, mais en tout cas un retour important de l'État, mais surtout un retour important de la capacité de l'action publique à venir réguler, équilibrer, voire sauver les marchés à un moment donné. Et je pense que ça continue à produire. Et donc là, je fais la bascule avec ce que je peux observer aujourd'hui dans les missions d'accompagnement que l'on a auprès soit des territoires, soit des opérateurs du développement territorial. Je pense que ça a produit des évolutions de doctrine, de représentation, d'approche très significatives. D'abord, la première, c'est que moi j'ai connu un moment, une période où, après les annonces gouvernementales, le premier sujet, c'était comment garantir que les crédits annoncés vont bien arriver et que le ministère de l'Économie et des Finances, sitôt l'annonce faite, ne soit pas le pied sur le frein. De ce point de vue-là, ce que je peux observer, y compris en intervenant dans différents territoires au plan national, c'est qu'il y a plutôt un État qui honore ses engagements avec beaucoup plus de célérité et qui parfois pousse. Et d'ailleurs,
la logique de dépenser pour soutenir l'économie. Si effectivement, après le redressement très vigoureux que l'on constate depuis l'été dernier, ce discours-là est un peu moins fort, il a quand même été tenu pendant 18 mois. Il fallait dépenser, consommer, soutenir, enfin consommer au sens consommer les crédits budgétaires et soutenir l'économie. Pour terminer, quelques éléments très très concrets moi, que je prends comme étant un peu plus même que des signaux faibles de ces évolutions de doctrine. Les politiques de développement territorial de l'État, par exemple, enfin, au bénéfice des territoires, j'essaie de les qualifier. J'ai failli dire en déprise, le terme est un peu, mais bon, disons, pour faire court, les territoires parfois en déprise, en souffrance, les dispositifs de type petite ville de demain, voire cœur de ville, qui mobilisent des moyens de l'Agence nationale de cohésion des territoires et de la Banque des territoires. Ces politiques-là, me semble-t-il, sont beaucoup plus puissantes qu'il y a encore 2 ou 3 ans, qu'il y a quelques années, avec une réalité des crédits d'appui aux collectivités territoriales qui tombe, en quelque sorte, enfin, dans le bon sens du terme, et avec des changements de doctrine que je peux illustrer, par exemple, à travers l'action qui est puissante aujourd'hui de la Banque des territoires, donc la Caisse des dépôts et consignations, sur ces dispositifs. La Banque des territoires est censée intervenir, alors parfois en subvention, évidemment sur la production du logement social, mais aussi, selon la formule consacrée, en investisseur public, en investisseur avisé de long terme. Pendant des années, quand les collectivités mobilisaient la Banque des territoires, alors maintenant j'ai la liberté de le dire, même si la formulation est un petit peu nette, mais en gros, la posture de la Banque des territoires était de rechercher, sur les projets qu'elle soutenait, des retours sur investissement, des rentabilités qui étaient extrêmement proches de celles des investisseurs privés. Et d'ailleurs, il n'y avait pas toujours intérêt pour les collectivités à s'appuyer sur l'offre ou sur les services de la Banque des territoires. Aujourd'hui, c'est un changement de doctrine notable. Exemple très concret, quand il s'agit de créer des foncières de revitalisation commerciale. Qu'est-ce qu'une foncière de revitalisation commerciale? C'est un outil de l'économie mixte, pour faire court, public-privé, qui, dans un centre-ville en déprise commerciale, lorsque le commerce local est en souffrance, va venir soit conforter, voire se substituer au marché pour acquérir des cellules commerciales et avoir des niveaux de loyer auprès des preneurs, des commerçants, qui soient significativement en dessous du marché. Eh bien, aujourd'hui, le propos de la Banque des territoires, c'est d'être vraiment dans une posture d'investisseur public de très long terme, d'appuyer les collectivités et d'attendre des niveaux de retour, de rentabilité, de retour sur investissement beaucoup plus faibles qu'avant. Donc, je ne veux pas être trop long parce que je vois qu'on a déjà un petit peu dépassé l'heure qui nous était donnée, mais ce que je voulais dire en conclusion, c'est que voilà, je crois que nul ne sait aujourd'hui si ce retour puissant de l'État, y compris dans l'action économique locale, c'est l'espace d'un moment, c'est-à-dire s'il est uniquement produit par la stabilisation, la nécessaire stabilisation, j'ai failli dire à l'issue de la crise Covid, bon, au moment de la crise Covid, ou si les évolutions de représentation, de doctrine, de culture économique, même d'une certaine manière, qui se sont fait jour ces derniers temps, vont amener des changements profonds et durables. Et si tout cela est un mouvement pérenne, alors il me semble, c'est un peu ma conclusion, qu'il y a à la fois l'espace et la nécessité pour une réflexion nouvelle sur une nouvelle articulation, en quelque sorte, du rôle de l'État et des collectivités territoriales. Ce n'est pas un sujet immédiat, mais c'est sans doute le sujet de la sortie de crise s'agissant des politiques économiques et de développement territorial.
Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage parfaitement complémentaire avec les deux premières interventions. Alors, on a déjà pas mal de questions dans le chat en mode public ou en mode privé. Donc, je vais me faire le relais. Alors, simplement, peut-être, je mets juste une autre pierre au débat. Lorsqu'on regarde un peu les chiffres de l'OCDE depuis 20 ans, on se rend compte en réalité que si on regarde juste la dépense publique, les grands agrégats de la dépense publique, entre niveau central, régional et local, on se rend compte que depuis les débuts de la décentralisation, en réalité, les agrégats sont restés relativement stables. C'est-à-dire qu'en France, on a 80% de la dépense publique qui se situe au niveau central. C'est-à-dire si on additionne la sécurité sociale plus les administrations centrales, on est à 80% de la dépense publique et 20% pour ce qu'ils appellent les APUL. Hein. Et ça, finalement, en dépit de l'augmentation des budgets, etc., les agrégats restent à un point près relativement stables. Et évidemment, ça s'oppose très clairement aux modèles fédéraux ou régionalisés, où là, l'administration centrale, c'est parfois simplement 47 ou 48% de la dépense publique totale. Enfin, c'est simplement un élément comme ça qui me frappe. Je ne sais pas si Nadine pourra nous éclairer là-dessus, mais en dépit des cycles conjoncturels, les grands agrégats de la dépense publique restent relativement stables. Alors, sans transition, je vais me faire… alors, il y a tout d'abord toute une série de questions de M. Delbos de France, de France urbaine, tout d'abord qui posait la question, les territoires les plus prospères et attractifs ne sont pas forcément les plus interventionnistes. Ne donnons-nous pas à la sphère publique un rôle trop décisif? Ne faut-il pas appréhender l'action publique sous la forme d'un portefeuille de compétences qui dépasse l'économie et produise de la valeur? Deuxième question, toujours de M. Delbos de France Urbaine, qui nous dit le modèle breton de coopération région EPCI n'est pas forcément représentatif des politiques publiques locales dédiées en France au développement économique. Entre parenthèses, hélas, l'État n'a-t-il pas engagé un mouvement de recentralisation qui tire aussi profit des discordances de ce couple région EPCI? Et puis, dernière question de M. Delbos, les défis des transitions et l'enjeu majeur de la formation et des compétences ne sont-ils pas le socle d'une nouvelle action publique locale? Donc, je vous propose peut-être de reprendre ces trois premières questions, les uns les autres, de faire un peu votre marché. On ne pourra pas répondre à tout, mais d'essayer sur des réponses relativement courtes et ramassées pour qu'on puisse en prendre d'autres, de donner quelques éléments de réponse à notre interlocuteur. On peut commencer par Nadine, peut-être. Oui, merci. Alors, la relation entre un niveau d'intervention, montant des interventions et développement économique, bien sûr, hein, elle n'est pas avérée, parce que si c'était le cas, les départements d'outre-mer et la Corse seraient, et de très loin, les plus dynamiques en termes de PIB, d'emploi, de croissance de France. Donc, il n'y a pas de relation directe entre les montants et le résultat. Cependant, on voit que une partie des moteurs de la dynamique des territoires viennent de l'existence d'un environnement qui, lui, est propice à l'action d'une partie des acteurs privés. Et cet environnement, il peut être stimulé
par justement des dépenses qui viennent créer des aménités ou un terreau qui va être bénéfique à l'acte de produire des entreprises et à l'installation d'une main-d'œuvre de résidents qui correspondent aux besoins. Hein, moi, il y a quand même quelque chose qui a été très, très à la mode, c'est l'approche de Laurent Davy sur l'économie résidentielle, que j'ai toujours trouvé un peu gênante, puisque, en gros, il disait on produit des revenus d'un côté, on va les dépenser de l'autre, et ce système de vase communicant fait que les territoires qui ne produisent pas, ben, regardez, finalement, se développent très bien. Sauf que d'abord, c'est très fragile, et ensuite, on a vu des retournements, puisque avant Covid, les territoires qui étaient le plus créateurs d'emplois, ce n'étaient plus les territoires résidentiels, c'était les territoires qui mêlaient du productif et du présentiel. Ensuite, il y a un autre point, c'est que le soutien de l'État, plus que celui des collectivités locales, s'est transformé, et notamment le soutien à l'économie, puisque aujourd'hui, l'essentiel des aides d'État ne sont pas des aides directes correspondant à l'injection d'argent frais, mais des allègements, des ristournes fiscales, des exonérations de taxes, d'impôts et de cotisations sociales qui sont très difficiles à estimer, hein, mais qui représentaient avant le Covid, alors selon les sources, entre 150 et 200 milliards d'euros par an. Et ça, c'est invisible puisque ce n'est pas dans le budget, et même une partie de ces aides ne sont même plus considérées comme des allègements ou des exonérations, on les dit déclassifiées, et donc elles passent complètement à la trappe, hein, on ne les voit pas, sauf que c'est un allègement des coûts pour les entreprises. Et c'est là que on est confronté quand même à une sorte de problème, parce que peut-être on en reparlera, mais ce quoi qu'il en coûte, on peut discuter du fait de savoir si c'est vraiment ou pas un retour de l'État. Il y a de grands débats actuellement, puisque en fait, il y a des milliards d'euros qui ont été déversés sans aucune discussion dans les institutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, il n'y a pas eu de processus démocratique pour décider si on allait, oui ou non, creuser un déficit budgétaire, et si le déversement de ces montants directement sur les entreprises était la seule ou la bonne solution. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a débat, mais très, très rapidement, hein, sur les remarques qui ont été faites, la stabilité des proportions est due aussi au fait que le mode d'action a changé, et qu'une grande partie de l'action de l'État ne passe plus par le budget de l'État, mais elle est hors budget. Merci beaucoup Nadine pour ces éclaircissements. Bertrand, Emmanuel? Très, très rapidement, je partage l'idée que les collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique, doivent avoir j'allais dire, la lucidité ou la modestie, y compris à certains moments, de mesurer que les forces du marché, en quelque sorte, sont plus puissantes et qu'elles peuvent corriger ou amplifier, mais pas générer les dynamiques mais pas générer, de mon point de vue, les dynamiques de croissance en région. Je mettrais juste un bémol, c'est-à-dire que, alors, j'ai lu la littérature là-dessus, mais j'ai plus la référence en tête, là, et je ne réussis pas à la retrouver, mais je mettrais un bémol sur la question des infrastructures. C'est-à-dire que
il y a la littérature, y compris scientifique, qui démontre quand même que les collectivités qui, depuis l'après-guerre, ont appuyé l'État pour garantir une meilleure accessibilité physique par la route ou le fer de leur territoire, cela a eu, et ça a été mesuré, un effet dopant, on va dire, sur les niveaux de croissance. Et je pense que d'une certaine manière, l'exemple de la Bretagne, qu'il s'agisse du plan routier ou qu'il s'agisse de l'effort commun des collectivités territoriales pour passer en haut de la pile sur la LGV, montre à l'évidence que heureusement, il y a un pouvoir d'agir des collectivités quand même, et qu'elles ne sont pas qu'en accompagnement. Avant la crise Covid et immédiatement après la livraison du nouveau tronçon de LGV, les chiffres de croissance des flux de chercheurs, d'acteurs économiques, d'étudiants, d'artistes entre la Bretagne et Paris et l'Europe, je crois qu'on est quelques mois après, on était à plus de 27%. Et ça, c'est créateur de valeur. Et ça, c'est l'apport des collectivités, de toutes les institutions publiques qui l'a permis. Rapidement, mais dans la même lignée, pour rebondir après l'exemple du fer, l'autre illustration du numérique et la capacité collective, on est dans le même état d'esprit, mais y compris, ça rebondira sur cet enjeu et effectivement la place et le rôle qui est le nôtre et celui de nos collectivités, où finalement la puissance publique et les collectivités, les élus ont su se dire à un moment donné, sur la question du déploiement du débit en Bretagne, on sera plus fort si collectivement on mutualise nos moyens, pour faire simple. Et dit autrement, quand le marché, les acteurs privés vont être à capacité d'aller tirer les prises et les lignes sur des zones denses, sur des zones où très concrètement il y a un marché, une capacité pour l'acteur privé de finalement retrouver une rentabilité sans doute à court et moyen terme, forcément des enjeux ou des territoires avec aménagement plus diffus, ça posait cette problématique-là. Et je trouve que c'est en ça que finalement, dans le rôle d'aménageur de nos collectivités, on y voit des connexions directes avec les questions de développement économique et de créer les conditions favorables à. Et que c'est vrai qu'à la croisée de l'ensemble de nos politiques, qu'à un moment donné, et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet du moment, je le dis, on oubliera que c'est filmé, vous ne répéterez pas, mais l'enjeu, il n'est pas pour les entreprises d'aujourd'hui de savoir si on va les aider à hauteur de 10 000 euros, ou de 100 000 euros, ou de 50 000 euros. L'enjeu, il est comment je loge mes salariés, comment mes salariés se déplacent sur le territoire de vie, sur le bassin, comment mon entreprise est attractive, comment j'arrive à former mes collaborateurs d'aujourd'hui et mes collaborateurs de demain, des choses dont on entend beaucoup parler, mais c'est bien la réalité, et ça l'est d'autant plus en Bretagne, et tant mieux d'une certaine façon. On pense à 2018, pardon, on en parlait tout à l'heure, le contexte n'est pas le même, des plans sociaux que nous avons connus, notamment dans l'industrie agroalimentaire et des fermetures, le contexte est favorable, mais ça nous amène à être confrontés à d'autres problématiques. Et face à ces problématiques-là, l'action publique locale et la cohérence et l'articulation de nos politiques a tout son sens. Et y compris, je lisais tout à l'heure une question qui m'était posée sur l'enjeu de la différenciation, y compris dans le rôle d'aménageur et la nécessité d'équilibrer aussi les territoires. Et c'est évidemment pour la Bretagne un enjeu extrêmement important, et c'est là qu'on est bien à la croisée de très nombreuses thématiques, et qu'on sort, pardon, désolé tout à l'heure si les propos avaient été peut-être un peu généraux, mais on manque un peu de temps, et qu'on sort sur la seule question à celui qui va faire le plus d'aides directes. Non, on n'est pas sur ce sujet-là, nous ne sommes pas que sur ce sujet-là, c'est bien tout l'environnement qui a autant d'importance, si ce n'est aujourd'hui beaucoup plus. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais reprendre une série de 3 questions. On avait d'abord une question de la 27e région, une question… alors, attendez, que je la retrouve. Paf, 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 ça ne va pas être bon. Voilà. On nous dit, est-ce qu'il existe, alors c'est plutôt sans doute une question qui s'adresse à Nadine, est-ce qu'il existe des travaux de recherche portant sur ce qu'on pourrait appeler le non-recours aux dispositifs de développement économique, que ce soit de l'État ou des collectivités territoriales, équivalent aux travaux de Philippe Varin sur le non-recours aux politiques sociales. Est-ce que les politiques de développement économique ont fait l'objet de réflexions sur leurs usages, non-usages, mésusages?
J'y ajoute deux questions d'un doctorant de chez nous, Antoine Polis, qui est actuellement au Québec. Deux questions. Alors, une première question plutôt pour Nadine et une autre question plutôt pour Bertrand et Emmanuel. La première, c'est dans le paradigme, Nadine, de l'économie territoriale, notamment à partir des années 2000, vous évoquez le recentrage sur l'entreprise comme unité d'intervention de l'action publique économique. Et sa question, c'est quel effet cela a-t-il sur la capacité d'intervention stratégique sur des ensembles collectifs, c'est-à-dire des systèmes d'entreprises interdépendantes de type filière? Ce mode d'intervention directe est-il compatible avec une action stratégique sur un secteur particulier? Bon, question assez théorique. Et puis pour Bertrand et Emmanuel, comment les instruments de la politique économique régionale ou métropolitaine, basés notamment sur l'entreprise, peuvent-ils être modulés en fonction des secteurs? Politiquement, jusqu'à quel point peut-on aller dans la différenciation entre entreprises inscrites dans différents secteurs sans risquer la rupture d'égalité entre ces entreprises? Est-ce que c'est difficilement tenable pour les élus? Voilà, je vous repasse la parole. Je commence? Oui, Nadine, s'il te plaît. Merci. Alors, sur le non-recours, je suis comme vous, hein, je connais les travaux sur le non-recours aux prestations sociales et particulièrement le non-recours au RSA. En revanche, pour les dispositifs de financement des institutions, je pense que c'est plus qu'un non-recours, c'est une incapacité à recourir à certains financements. Il y a eu des analyses en matière de fonds européens, notamment, qui montraient que la complexité des dispositifs empêchait certaines régions sous-dotées en compétences et en capital humain, pour faire court, ne permettait pas de bénéficier, permettait pas au territoire de bénéficier de tous les fonds auxquels il aurait pu prétendre. Et c'était en particulier le cas sur des fonds FEDER ou des programmes Interreg qui étaient assez complexes à mettre en place. Et également pour les régions dites d'objectif 1, donc qui étaient prioritaires sur les fonds structurels, mais qui étaient aussi les plus pauvres d'Europe, et donc elles n'avaient pas les appareillages techniques pour pouvoir monter les dossiers qui allaient bien. Donc, je sais que c'est à l'INRA qu'il y avait eu des analyses justement pour les régions rurales et les difficultés d'accès qu'elles pouvaient avoir, mais ce n'était pas par manque de volonté, c'était par manque de capacité technique. C'est d'ailleurs un des problèmes dans les politiques de décentralisation, c'est-à-dire que si sur le papier, il y a une égalité, la carte est la même pour tout le monde, le menu est le même pour tout le monde. Dans les faits, il y a certaines régions, les plus grandes notamment, qui ont plus d'habileté à monter les programmes ou à payer les prestataires qui vont présenter des dossiers. Voilà moi, ce que je connais sur la chose. Le recentrage sur l'entreprise. Alors oui, ça, c'est quand même un sujet qui m'est très cher. Et le recentrage sur l'entreprise, c'est un véritable problème parce que, en fait, ça prive le décideur public, quel qu'il soit, hein, l'État ou une collectivité locale qui procéderait par attribution d'aides individuelles, et encore plus si ce sont
des aides indirectes, donc des dépenses fiscales. En centrant sur l'entreprise, en fait, on délègue à l'entreprise le soin de mettre en place la politique en fonction de sa stratégie, qui peut finalement être complètement orthogonale à celle de la région. Enfin, le cas de Ferropem actuellement près de Grenoble, le cas de Whirlpool, je ne sais plus quelle entreprise qui a fermé récemment à Béthune, enfin, alors que les collectivités locales les avaient très fortement soutenues, montre d'abord la fragilité. Ensuite, en effet, il y a le problème du collectif, c'est-à-dire que quand on aide une entreprise, eh bien, ça ne va pas ruisseler, pour utiliser une image polémique, sur les entreprises avoisinantes. On ne contrôle plus la dilution et les effets d'entraînement que cela peut avoir. Alors, agir au niveau des collectifs, c'est très compliqué parce qu'il y a des règlements européens en matière d'aide aux entreprises qui font qu'on n'a pas le droit de faire des aides sectorielles, on n'a pas le droit de faire certains types d'aides territoriales, il y a les règles des minimis, etc. Donc, il y a toute une série de blocages sur les systèmes collectifs. Mais il y a d'autres moyens pour justement favoriser ces collectifs d'entreprises. Les territoires d'industrie, alors avec des effets très différents suivant les territoires, les systèmes de production localisés, la mise à disposition de parcs d'entreprises. Voilà, il y a toute une série de facteurs qui peuvent suppléer au manque d'attention qui est porté par l'intervention publique sur la création d'écosystèmes entrepreneuriaux. Voilà. Oui, mais je suis une farouche partisane de ces systèmes collectifs, enfin, de ces systèmes d'aide au collectif, parce que en plus, ils présentent le grand avantage de mieux verrouiller le productif au territoire, de renforcer le lien entre les entreprises et le terrain. Bertrand, Emmanuel? Très rapidement, sur la question, est-ce que l'on peut avoir une approche par différenciation ou distinction? Alors je pense, mais Bertrand le dira, que c'est très différent suivant qu'on raisonne à l'échelle d'un EPCI ou de la région. À l'échelle d'un EPCI, la réponse elle est assez simple et rapide. Si c'est une approche distincte par territoire, non, ça n'a pas de sens. Les politiques de développement économique, elles s'appliquent de manière distincte et notamment, en gros, que l'on soit sur la ville-centre ou les communes périphériques. En revanche, s'il s'agit d'avoir des approches différentes selon les filières, oui, clairement. Je donne des exemples extrêmement concrets. Quand on a soutenu spécifiquement, après la crise de 2008, le secteur du bâtiment et des travaux publics, en ayant une politique de relance des travaux publics, de l'équipement public ou du programme local de l'habitat, c'était une politique d'appui spécifique au secteur du bâtiment qui était assumée comme telle et qui d'ailleurs était partagée sur tous les rangs de l'Assemblée, par l'ensemble des élus. Et ça n'a pas été, ça n'a jamais été contesté. Même chose pour le numérique, quand à un moment donné, il s'est agi d'accélérer la transformation digitale, de contribuer à accélérer la transformation digitale de l'économie rennaise. Nos dispositifs d'appui spécifiques ont été compris et pas contestés. Même chose pour le commerce à l'occasion de la crise Covid. Donc, c'est possible. Et je le dis aussi, c'est d'autant plus possible à Rennes, je pense que c'est une spécificité régionale, voire de l'Ouest, c'est que les représentants des acteurs économiques, qu'il s'agit de l'Union des entreprises ou des chambres consulaires, sont vraiment acteurs du jeu territorial et jamais, c'était, je pense que ça demeure aujourd'hui inimaginable d'avoir des propos du style « mais si vous aidez davantage telle filière plutôt que telle autre ». Ça compte aussi parce qu'on a beaucoup parlé du jeu des acteurs publics, mais la qualité de l'interlocution
enfin sur tout le territoire régional, quelle que soit l'échelle de la collectivité, la qualité de l'interlocution avec les acteurs économiques eux-mêmes, c'est aussi, me semble-t-il, un élément un peu distinctif de la région. Oui, rapidement en complément, et effectivement, par rapport à l'échelle régionale, la question de la différenciation d'approche et de soutien en filière, le raisonnement n'est pas forcément celui-ci. On va peut-être plutôt poser la question, alors peut-être de manière un peu détournée, mais la question des priorités. Dit autrement, au regard des enjeux, au regard de la manière dont les élus souhaitent accompagner de manière peut-être plus importante une filière, au regard de son émergence, sa structuration, de ses difficultés, on va plutôt raisonner comme ça plutôt que peut-être par comparaison. On ne le fait pas forcément de cette façon-là. On a un exemple, et d'ailleurs, Rennes Métropole en est un acteur de premier rang autour de la manière dont on a structuré le sujet et la filière de la cybersécurité, l'accompagnement des acteurs de la cyber, à la fois sur l'accompagnement des entreprises, des organismes de recherche, universités, etc. Ce n'est pas fait d'une certaine façon, ce n'était pas exactement la question, mais je vais un petit peu plus loin, ce n'est pas fait au détriment d'un soutien accordé à d'autres. Elle s'est faite dans une logique plutôt de priorité et de construire finalement un accompagnement et d'accompagner la dynamique autour de la cybersécurité en Bretagne, et notamment dans son histoire et la place notamment de la défense et des militaires sur la région. Mais sur la question de la différenciation, elle est par contre rapportée à l'entreprise, elle est très importante. Elle est essentielle même, parce que finalement aujourd'hui, je vais le dire avec un petit clin d'œil, on n'accompagne pas de la même façon une entreprise si elle était installée à Saint-Grégoire, à Cesson, à Béton, ou si elle était installée à Loquet-Fret, à Douarnenez ou à Ouessant. On a forcément un enjeu dans l'accompagnement porté par la collectivité régionale de tenir compte de la place de l'acteur économique sur son territoire, de son environnement et des conditions qui environnent. On revient tout à l'heure à ce qui était posé comme sujet, en se disant, désolé, un peu simpliste, mais l'impact d'une entreprise de 20, 30, 40 personnes sur certains territoires, elle n'a rien à voir avec d'autres. Et que la manière dont on va accompagner le recrutement, le développement, voire de manière parfois plus défensive, la reprise d'une entreprise ou la préservation d'un outil de production, tant la Bretagne est composée d'une multitude de TPE, PME, mais pour tous les territoires, on va retrouver des sites industriels. C'est vrai, on a une capacité et un choix d'ailleurs affirmé depuis de longue date de venir accompagner un peu plus fortement certaines entreprises par rapport à l'endroit où elles sont implantées et par rapport aussi évidemment à leurs indicateurs. Il serait trop rapide de considérer que parce qu'une entreprise est implantée à tel endroit, elle bénéficie d'un accompagnement plus fort. Non, il y a des indicateurs économiques et financiers dont on doit prendre compte, il y a un projet dont on prend compte, il y a la manière dont l'entreprise est implantée sur son territoire et l'impact qu'a ce projet pour le territoire. C'est vrai que cette approche, elle est globale, d'où, et on revient au propos du soir, l'intérêt d'échanger, de partager ces accompagnements avec les acteurs de proximité et donc avec nos collègues des intercommunalités. Merci beaucoup. Alors, on arrive dans le dernier round un peu de ce rendez-vous. Il nous reste quelques questions. Là, il y a un dynamisme collectif. Alors, j'avais d'abord une autre question d'Edouard Turkish qui nous dit « Dans quelle mesure les régions sont-elles impliquées dans la mise en œuvre du plan de relance post-pandémie de la France ? Reçoivent-elles des dotations spécifiques via les fonds européens alloués à la France ?» C'est peut-être une question là qui s'adresse peut-être plus directement à Bertrand. Ensuite, nous avions une question d'Henri-Noël Ruiz, l'ancien directeur de l'Audiard, que je salue, qui nous pose cette question. Comme sur la thématique des mobilités, où l'État a instauré des contrats de coopération et où la loi LOM prône une coopération des AOM à l'échelle des bassins de mobilité, ne faudrait-il pas que soit mis en place une coopération obligée, entre guillemets, des EPCI et métropoles à l'échelle des bassins d'emploi pour une meilleure coordination des politiques de soutien au développement économique, en lien bien sûr avec les régions et l'État.
Donc, une question importante là que pose Henri Noël. Et puis, on a une autre question, alors là, qui est sans doute liée à l'exemple ultramarin qu'a pris tout à l'heure Nadine, une question justement qui s'adresse à Nadine. Qu'est-ce qui peut expliquer le retard de développement des départements et régions d'outre-mer par rapport aux départements et régions de l'Hexagone? Alors, qui veut démarrer? Est-ce qu'on change un petit peu l'ordre ou J'aurais plaisir à répondre à la question, est-ce que les collectivités régionales ont été associées au dispositif Bertrand? Est-ce que les collectivités régionales ont été associées au dispositif du plan de relance? Tant la réponse est simple à apporter. Associées aux critères et aux modalités, non. Alors peut-être que le contexte et l'urgence de la situation a fait que c'était compliqué. Soit dit en passant, ce qui ne nous a pas empêché à l'échelle régionale, avec 64 cofinanceurs en l'espace d'un mois, de mettre en place un outil, un dispositif de soutien aux acteurs économiques en mobilisant un fonds à hauteur de 27 millions d'euros. Donc, on a su le faire à l'échelle régionale, mais que pour autant, nous n'avons pas été associés, moyennant la petite nuance dès lors qu'il s'agissait de devoir venir contribuer financièrement. Donc là, je pense qu'ils arrivaient peut-être à nous trouver un tout petit peu plus facilement. Mais concrètement, nous n'avons pas été associés à ces modalités-là. On a participé, on a pu techniquement, là encore avec nos interlocuteurs de l'État en région, travailler évidemment à l'orientation ou à la manière dont les aides pouvaient être mises en œuvre, par contre pas sur la phase d'installation et de réflexion. Sur la place de l'Europe, s'agissant des modalités spécifiques, c'est important de souligner cet aspect-là. Merci pour la question, puisqu'il est très juste. L'Europe a rapidement mis en œuvre des modalités d'accompagnement, j'en citerai que 2 niveaux, des fonds qualifiés de REACT, désolé, je ne vais pas avoir le détail de l'acronyme en anglais, mais dit autrement, de capacité de mobiliser des fonds, on va dire, d'urgence dans le cadre de soutien lié à la crise. Et de mémoire, la collectivité régionale a dû bénéficier d'à peu près 95 millions de crédits REACT et on en a très concrètement mobilisé au titre de la direction du développement économique pour un certain nombre d'outils qui nous ont permis d'accompagner notamment des entreprises sur un certain nombre de projets. Donc, ça s'est clairement mis en place. Autre modalité qu'il est intéressant de souligner, on parlait tout à l'heure, Nadine évoquait la question de la réglementation des aides aux entreprises. La Commission européenne a fait le choix d'alléger et d'assouplir les modalités d'accompagnement de nos entreprises avec des régimes dits Covid, permettant de venir accompagner en dehors de tout cadre que nous pouvions avoir précédemment, y compris, petite parenthèse au passage, dans des montants possibles qui étaient à des années-lumière de ce que nous pouvions de toute façon théoriquement apporter via nos contributions notamment régionales et locales. Mais toujours est-il que ce contexte favorable d'un régime assoupli aura créé les conditions de pouvoir accompagner un certain nombre d'acteurs et notamment à des échelles nationales de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Donc, c'était effectivement important de souligner que l'Europe a été, en tous les cas, dans ces modalités-là, très réactive, il me semble, et en donnant des conditions, en tout cas, favorables d'intervention. Nadine ou Emmanuel? Emmanuel, peut-être? Oui, je peux rebondir sur la question d'Henri Noël. Alors, non pas pour, évidemment, je ne m'exprime jamais sur la situation rennaise depuis que j'ai quitté la vie publique, mais plutôt pour un petit peu ouvrir le champ, parce que la question que pose Henri Noël, c'est la question de la bonne échelle, en réalité, d'intervention. Il ne fait pas de doute qu'en matière de mobilité et de transport public, elle est, dans la grande majorité des cas, au-delà du périmètre de l'autorité organisatrice des mobilités. Mais simplement pour pour partager une réflexion avec vous, c'est que longtemps, quand on a raisonné sur la bonne échelle des politiques locales de soutien à l'économie, la première entrée, c'était l'entrée fiscale. En gros, le risque ou l'écueil d'un territoire à l'autre, d'un dumping fiscal sur la fiscalité économique locale. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, et ça va faire un petit peu la boucle avec ce que disait Nadine tout à l'heure, c'est que c'est que la question vraiment fiscale est devenue seconde, et ça a été étudié dans les choix d'implantation ou de développement des entreprises.
Et donc, les risques de concurrence entre territoires sont beaucoup plus faibles qu'avant, parce que ce qui prime est très nettement… Alors, j'ai plus l'ordre, enfin, je le cite de tête de manière peut-être un peu approximative, mais pas tant que ça. C'est d'abord la qualité de l'accessibilité, de la desserte en numéro un. Et ensuite, effectivement, ce sont tout ce qu'on peut appeler l'équipement du territoire, qui va aller depuis l'offre de logement pour les salariés, en passant par la qualité de l'appareil de formation. Et quand on était, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, je n'ai pas de doute là-dessus, en dialogue avec ce qu'on appelait un prospect, c'est-à-dire un entrepreneur plutôt situé en Île-de-France, qui se posait la question d'une extension, localisation, développement de ses activités économiques, j'ai quasiment pas le souvenir dans ces échanges-là que la question de la fiscalité locale, concrètement le niveau de contribution foncière des entreprises ou de contribution sur la valeur ajoutée, ait été évoquée. Donc ça, c'est quand même une évolution notable et ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas extraire les politiques de soutien aux entreprises des politiques globales du développement de l'ensemble des aménités, des équipements d'un territoire, parce que c'est ça qui prime en réalité. Merci Emmanuel pour cette réponse très éclairante. Nadine? Alors, j'aurais jamais dû prendre l'exemple de l'outre-mer. C'est extrêmement compliqué. Hein. Pourquoi le retard de développement des régions ultramarines? Il y a une importante littérature sur le sujet. En plus, ça m'oblige à essayer de me souvenir de travaux que j'ai pu faire dans les années 2000 sur le sujet. D'abord, les DOM ne sont pas homogènes, donc entre la Réunion et la Guyane, sans parler de Mayotte, ce ne sont pas du tout les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes institutions, les mêmes règles formelles et informelles qui s'appliquent. En plus, il y a le fait que ce sont des économies de rente qui ont été cultivées avec une relation privilégiée avec la métropole plutôt qu'avec les économies environnantes, comme ça aurait pu être le cas dans les Caraïbes. Bon, pour l'environnement à La Réunion, c'est plus compliqué parce que c'est Madagascar ou Maurice. Hein. Après, il faut aller beaucoup plus loin. Et en plus, il y a ce tissu économique très, très atypique, perfusé massivement au motif de l'existence de surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, d'ailleurs reconnue par l'Europe, hein, qui ont donné lieu à d'importants échanges et des passes d'armes entre la France et les pays qui ont des RUP et Bruxelles. Donc, pour résumer, je dirais, un, il y a l'histoire, deux, il y a le social, on le voit pour le Covid, par exemple, et trois, il y a ce tissu productif qui est complètement biberonné aux aides et dépendant aux aides publiques, si bien que en fait, ce ne sont pas des économies qui sont marchandes, puisque tout est soit régulé, soit subventionné, et ces économies de rente, en plus, sont génératrices d'inégalités sociales et aussi à l'intérieur des entreprises. Voilà, mais je ne suis plus spécialiste de l'outre-mer, mais oui, très, très sommairement, ce sont les principaux facteurs explicatifs. Merci Nadine d'avoir pris ce risque. Je vais prendre deux dernières questions et on en restera là pour ce soir. Tout d'abord, on a une question de Stéphane Vincent de la 27e région qui nous pose la question un peu des doctrines économiques. Et notamment de l'évolution des philosophies du développement économique local. Il prend un exemple précis, il nous dit
l'arrivée d'une équipe écologique à Lyon, d'après ce que l'on peut lire ça et là, semble créer une crise au sein de l'agence de développement économique marquée par des années placées sous le signe de l'attractivité, de la recherche de grands investisseurs à l'étranger. Et par ailleurs, on voit apparaître de nouveaux modèles de développement économique comme la Community Wealth Building dans des anciennes villes sinistrées du nord de l'Angleterre, de redirection écologique, etc., comme à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous avez l'impression que l'État, tout comme les collectivités, vont réussir ou sont prêtes à faire évoluer leur doctrine en matière de développement économique? Et puis, pour terminer, une question de Mathieu Aubertelli du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui nous dit, pour revenir sur ce que disait M. Coué, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la suppression de la TH diminue la concurrence entre les collectivités pour attirer de nouveaux résidents ou non? Voilà, propos à la fois de réponse à ces deux questions peut-être et conclusif pour tous les trois. C'est difficile, hein? Ce sont des questions qui ne sont pas évidentes, mais qui vous permettent de monter en généralité, de faire se rejoindre philosophie politique et choix économiques. Donc voilà, vous avez carte blanche pour conclure. Alors, je me lance sur l'évolution des doctrines en matière de développement économique. Alors, il y a des éléments permanents. Aujourd'hui, même si quoi qu'il en coûte alimente alors, il y a une chronique récente d'Anne-Laure Delatte dans Libération, justement, le néolibéralisme sous perfusion de l'État. Donc, le New Public Management a très largement structuré l'action publique, l'érosion de la base de l'État a aussi très, très fortement marqué les dernières années. Donc, on est dans des logiques où l'État finalement intervient pour assurer le fonctionnement du marché, mais plus pour faire de l'aménagement du territoire, ou moins en tout cas pour faire de l'aménagement du territoire qu'il a pu le faire par le passé. Donc ça, c'est un point. Évidemment, on retrouve ces tensions dans les conceptions de l'action publique au niveau des collectivités locales. Le cas de Lyon a été cité. On trouve la même chose dans les Hauts-de-France. Il peut même y avoir des institutions, agences d'urbanisme, agences de développement et l'agence de développement économique de la région qui peuvent avoir des visions différentes. Et donc, c'est une série de compromis dans le temps et entre les différents niveaux institutionnels. Alors, bien sûr, il va y avoir des tensions, mais enfin, à Lyon, la réconciliation entre les écologistes et les industriels de la vallée de la chimie, ça y est, elle est faite. Et c'est de l'accompagnement, c'est du verdissement, c'est la transition écologique. Donc, c'est sur un nouveau paradigme, d'une certaine façon, que le rapprochement va se faire. Et là, c'est le rôle des politiques aussi, de savoir enclencher cet effet local. Quand on a travaillé avec Denis Carré sur justement les différences entre territoires, on s'apercevait que, bien sûr, le portefeuille d'activité expliquait pas mal de choses pour justifier que certains territoires étaient plus ou moins créateurs d'emplois que d'autres, mais il restait ces facteurs invisibles, pour utiliser l'expression de Doringer, qui finalement incluaient une bonne partie de politique, et c'est cette capacité donc à réduire les tensions, à trouver des compromis locaux qui va faire que parfois ça va marcher, parfois pas. Je veux bien m'essayer à une carte blanche très compliquée qui part de la situation lyonnaise. Alors, je vais évidemment pas évoquer
évoqué Lyon, mais peut-être partager 2 ou 3 réflexions. Alors, en creux quand même dans la question, il y a quelque chose voilà, que je partage, qui est que on sort d'un cycle de discours des métropoles au plan national, hyper performatif, centré sur la compétition des territoires, l'attractivité, la concurrence internationale. Alors là, ce que je dis est assez factuel, hein, je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, moi, ma conviction, effectivement, c'est que ce cycle d'une dizaine d'années s'achève et que ce qui monte beaucoup plus à l'agenda, c'est, on va dire, les enjeux autour de la qualité du développement. Voilà, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose et gage dans la durée de meilleurs équilibres territoriaux. Il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sensible. On travaille en tout point du territoire et pour toutes les sensibilités de l'échiquier politique, c'est la question de la croissance. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un discours assumé de ralentissement voulu de la croissance métropolitaine, qu'est-ce que ça produit au sein du territoire métropolitain et qu'est-ce que ça produit au-delà des frontières de la métropole? C'est une question qui n'est pas vraiment, voilà, qui n'est pas simple. Et je pense que c'est un débat qui n'est pas terminé, notamment sur les enjeux d'accueil des populations dans leur diversité et de politique du logement. Et puis il y a un troisième point, parce que évidemment et heureusement là, tous ces enjeux-là n'ont pas attendu les dernières élections municipales pour monter à l'agenda au plan national. Il y a quand même une politique de conditionnalité des aides et d'exigences plus fortes posées aux entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, qui n'est pas que cosmétique. Ça, c'est important qu'on se le dise. Enfin, en tout cas, pour ce que je peux en connaître à l'échelle locale et régionale, ce sont des politiques qui sont réellement incitatives, réellement contrôlées. On n'est pas du tout dans le greenwashing, c'est-à-dire que ça revient à considérer que la collectivité, par exemple dans son plan climat, elle est évidemment dépositaire de ses propres choix, des politiques publiques qu'elle conduit, mais aussi de la capacité qu'elle a à mobiliser toutes les forces vives du territoire à travers des dispositifs d'incitation plutôt, et parfois même de contrainte, c'est nécessaire. Donc, voilà. Avec la prudence liée à mes nouvelles fonctions, voilà comment je peux répondre. Bertrand, une petite conclusion, des éléments que Oui, vous souhaiteriez mettre en évidence? ouais, sans répondre forcément directement à la question et avec la prudence liée à ma fonction, peut-être juste souligner, on parlait dans les questions, il y avait, je trouve ça intéressant, les questions de changement de modèle, de regard sur la question du développement économique qui, je pense, a quand même beaucoup évolué au fil de ces dernières années et décennies. Je passerai peut-être le terme de l'exigence en première ligne. C'est-à-dire que notre environnement, d'une manière générale, est exigeant sur l'action publique. Alors, avec ce que ça peut générer parfois d'interrogations de travers ou d'interrogations sur la place de l'action publique d'une manière générale et sur nos rôles respectifs, mais indépendamment de cela, sur comment demain et dès aujourd'hui, on doit repenser ou faire évoluer nos politiques publiques au regard de ce qu'on a pu souligner déjà ce soir sur la transversalité de nos thématiques. Quelqu'un intervenait sur des enjeux d'inclusion. Comment aujourd'hui, alors même que les indicateurs en Bretagne sont bons, voire très bons, qu'est-ce qu'on fait? On se satisfait de ça? On dit qu'on est la région de France avec le moins de taux de chômage? On se dit non, alors même qu'on est dans une situation extrêmement positive, que les entreprises recrutent et de grosses difficultés de recruter. Comment on va chercher et accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi? Donc, comment on va plus loin peut-être que ce qu'on faisait habituellement? Comment on amène une critérisation un peu différente avec toute la souplesse nécessaire à ce terme dans la manière d'accompagner nos entreprises, la manière d'accompagner les Bretonnes et les Bretons dans le retour à l'emploi ou dans des parcours de formation, etc., etc. C'est complexe, c'est difficile, mais c'est sans doute en ça que ça nous impose de repenser de nouveaux critères, de nouveaux modalités d'accompagnement, de nouvelles façons de toucher les usagers, de les accompagner. C'est la manière dont juste pour illustrer par rapport au public, et j'imagine y compris en partie au public étudiant ce soir, la manière d'accompagner les créateurs d'entreprises hier
on ne les accompagne pas de la même façon. On doit communiquer différemment, on doit avoir de nouveaux outils, on doit être en capacité d'être beaucoup plus souple sur les modalités, y compris, j'aime pas beaucoup ce terme, mais il faut aussi en tenir compte de consommation et peut-être plutôt d'usage qu'ont aussi les citoyens, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient usagers des services publics. C'est un enjeu fort qui est complexe à appréhender parce que, quand je le redis, l'exigence nous amène à devoir nous situer parfois sur des choses compliquées dans la place de l'acteur public. Mais c'est en tout cas ça, il me semble, qui doit guider aussi en partie notre action publique et peut-être nous inviter ou nous bousculer, il faut aussi le dire parfois, nous bousculer par rapport à ce que nous pouvons faire de manière un peu plus classique, un peu plus habituelle. Mais ayons tendance à penser, je crois que c'est le cas, je suis même assez intimement convaincu de ça, à l'épreuve de ce qu'on a vécu collectivement ces 2 dernières années avec les collectivités bretonnes, qu'on a été plutôt assez agile, il me semble, modestement, mais qu'on a su, je pense, répondre aussi à la situation de crise et qu'on essaie, en tout cas au quotidien, on s'y emploie en tous les cas, de répondre aux enjeux de développement économique en Bretagne. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce rendez-vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je voudrais remercier très chaleureusement nos 3 intervenants qui ont parfaitement rempli le cahier des charges. Je vous remercie collectivement pour toutes vos questions qui ont été riches, diverses et qui ont ouvert pas mal de portes. Je pense que c'est une réussite ce premier rendez-vous, Nadine. Pour vous dire aussi qu'il y en aura d'autres. Il y en a 2 autres de prévus. Donc, dès le 10 mars prochain, on se retrouvera alors soit en distanciel, soit en présentiel, soit en forme hybride. C'est le Covid ou la Covid qui décide. Mais en tout cas, on traitera d'une thématique qui a été un peu évoquée d'ailleurs au début de ce rendez-vous. Les grands travaux et les infrastructures sont-ils des moteurs efficaces du développement local? Et puis, au mois de mai, pour le moment, on a fléché la date du 12 mai 2022. Comment les collectivités locales peuvent-elles répondre aux défis de la transition écologique? Donc voilà, 2 thématiques qui nous permettront d'approfondir sans doute certains éléments du débat qu'on a déjà eu en cette fin d'après-midi. Et puis, pour vous dire aussi, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à faire parler de ces rendez-vous autour de vous, dans vos réseaux. En tout cas, sur la chaîne YouTube du Laboratoire économique et sur la chaîne YouTube de Sciences Po Rennes, on pourra retrouver l'intégralité de la table ronde, de ce premier rendez-vous. Et donc, je vous dis tout simplement à très bientôt. Portez-vous bien et Kenavo, comme on dit en Bretagne.